Eh bien, bonjour à tous. Nous allons reprendre après cette petite pause café sur le thème 6, thème qui va aborder la question de la caractérisation de la... Ah, il faut que je parle plus fort. Un thème, donc le thème 6 qui va aborder la question de la caractérisation et de la normalisation, qui d'ailleurs trouve assez bien sa place à la suite du thème précédent, le thème 5, qui abordait plus des questions de filière et de production. Alors juste peut-être un petit mot d'introduction. Euh, à la fois, comme on a eu des débats précédemment sur stabilisation ou pas de stabilisation, la question de la norme et de la caractérisation des matériaux est toujours un débat qui traverse l'ensemble des acteurs de la construction en terre. Alors, qui le traverse pour bien des raisons, en particulier sur la diversité de la ressource, sa variabilité, qui est effectivement dure à caractériser, et puis aussi sur la variabilité, ou en tout cas le nombre de techniques et de systèmes constructifs possibles, d'où une difficulté, bien sûr, à encadrer la construction. Alors bien sûr, certains s'engagent sur cette voie. La tâche est immense du fait de cette diversité pardon, et cette complexité. Et certains s'engagent parce que ils y voient finalement aujourd'hui un frein au changement d'échelle. Effectivement, ce matériau qui est la Terre n'a pas toujours de cadre adapté. Et dans bien des études, l'absence de règles ou de process de caractérisation des matériaux ralentit son développement à grande échelle. En cela, on est pleinement dans le thème de la conférence. Et puis, il faut dire que tout ça se passe dans un contexte qui, partout dans le monde, celui de la règle, de la construction, des normes de construction, devient de plus en plus sécuritaire et où les exigences sur le bâtiment sont malheureusement, peut-être heureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, de plus en plus complexes, avec des exigences pardon, de justification des performances des matériaux et malheureusement pas des systèmes constructifs qui feraient que la terre pourrait être utilisée facilement. Euh, voilà, sont de plus en plus exigeantes vis-à-vis des résistances qu'on demande à la terre. Bon, donc je le disais un peu en introduction, ces questions de caractérisation et de normes, c'est aussi une controverse qui traverse l'ensemble de la construction en terre, puisque comment finalement, de manière résumée, faire des règles pour ces techniques qui sont dites alternatives, et tout le monde politiquement ne veut pas de ça. Alors aujourd'hui, on va voir trois interventions, et pas quatre sur cette session. Deux en présentiel et une en vidéo, en distanciel. Elles vont aborder plusieurs approches, hein. Une qui est plutôt sur on pourrait dire l'approche de la caractérisation de la matière première en vue de valider des performances ou des convenances pour après en faire des matériaux. Puis après, on parlera du retour d'expérience sur des textes de type réglementaire qui ont été produits et voir quels ont été leurs impacts. Et enfin, la question de effectivement caractériser ces matériaux, ces systèmes constructifs pour qu'ils rentrent dans le cadre de normes de bâtiments existantes. Donc, je vais laisser la parole à Leonardo tout de suite euh, pour qu'il présente cette première intervention. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Leonardo Egas. Je suis chercheur au laboratoire 3SR ici à l'Université de Grenoble-Alpes. Je suis aussi gérant du bureau d'études BETER. Donc, je vais vous présenter l'article de la création d'un protocole d'essai quantitatif pour l'aide à l'analyse des terres.
donc, qui a été rédigé par moi-même, par Eugénie Crété, par De Yep, Anna Chaud, Zélie Delorme et Martin Pointet. Donc, on commence, Arnaud, déjà on peut parler de ça dans l'introduction, mais l'utilisation des terres locales donc, qui implique avec travailler avec une grande diversité de terres, il demande la réalisation de nombreux essais pour comprendre et caractériser ces ressources. Donc, ce qui effectivement peut être une contrainte pour la filière. Donc, comment gérer ça? Et avec ça, on a la question de la caractérisation avec une approche géotechnique qui est faite régulièrement présente, mais qui a un coût et un délai important en phase exploratoire et qui ne sont pas toujours compatibles avec les moyens de projet. Donc, en général, c'est quand même des essais qui coûtent cher et qui prennent du temps. Et vu le nombre et la diversité des terres qu'on a comme possibilité, donc ça devient compliqué de faire ces essais tout le temps. Et pour fin, la réalisation des essais des terrains sensoriels qui peut permettre d'établir une première évaluation du potentiel de l'utilisation des terres pour la réalisation des matériaux et qui est à moindre coût et à délai. Ces essais, ils visent à estimer les essais visant à estimer la cohésion sèche de la terre fournissent une information plus facile à relier aux performances mécaniques des matériaux qui pourront être obtenus en travaillant cette matière première. Donc, en fait, les essais sensoriels, ils sont très utiles et ils nous apprennent, quand on fait des formations terre crue, c'est une des premières choses qu'on doit apprendre, c'est toucher la terre et voir comment elle marche. Il y a plusieurs façons de le faire, plusieurs essais possibles. Et effectivement, ces essais de cohésion sèche, ils deviennent importants parce qu'on peut savoir qu'est-ce que cette terre peut donner par rapport aux matériaux derrière. Donc, en général, un des tests très communs ici, c'est le test de la pastille, qui consiste à casser un disque de terre qui était moulé à l'état plastique et sécher des disques qui ont un diamètre de 50 mm et en général une épaisseur de 5 mm et qu'on casse avec le doigt d'une main. Donc, ça reste un essai, comme vous voyez les photos là, des essais qui restent vraiment au niveau sensoriel. Cet essai est réalisé seulement avec la fraction fine de la terre. Et les résultats, par contre, ils sont subjectifs. Ils nécessitent une bonne expérience préalable de l'opérateur. Ce qui, pour nous, a été pas un problème en soi, parce que ça peut se faire dès qu'on est expérimenté. Donc, il faut avoir une bibliothèque dans sa tête de plusieurs expériences déjà faites pour pouvoir comparer les résultats. Donc, ça reste subjectif. Et dans une optique de changement d'échelle, on n'a pas tant d'experts pour faire tant d'essais sur toutes les terres possibles. Donc, il fallait pallier cette question. Donc, pour nous, on fait ça en proposant un essai de cohésion sèche qui permet de discriminer les terres les plus ou moins cohésives de façon quantitative, donc pour faciliter les interprétations et les comparaisons. On veut aussi que cet essai soit accessible à un grand nombre d'acteurs et qu'on n'ait pas besoin d'une grande expertise, donc qu'on puisse reproduire ça plus facilement. Qu'on limite les modifications de la matière première, le tamisage, parce que, encore une fois, ces essais, surtout l'essai de la pastille, qui sont faits avec la fraction fine de la terre, ils nous donnent une cohésion, bien sûr, même si avec le temps, on sait quelle cohésion là. Par contre, il faut encore faire la corrélation de cette cohésion de la partie fine avec le restant de la granulométrie de la Terre. Donc, on n'aura pas du tout, on peut avoir une même pastille qui représente une Terre fine et qu'on aura un résultat qui est assez proche de la Terre. Par contre, si on a une Terre avec un squelette granulaire complet et qu'on essaye seulement la partie fine, il faut savoir faire la corrélation entre la proportion de la partie fine avec le restant de la granulométrie. Et on voudrait aussi un essai qui soit facilement reproductible. Donc, fait surtout sur des essais de chantier, utilisant des outils basiques avec des délais de l'ordre d'une dizaine de jours. Donc, encore une fois, ça c'était aussi un questionnement. C'est bon, pourquoi on essaye directement les matériaux? C'est parce que c'est très bien d'essayer des vraies briques ou des vrais bouts de mur, sauf que ça nous amène à des délais très longs pour le chantier et qui, en phase, encore une fois, exploratoire, sont pas compatibles avec le chantier.
Et qu'on voudrait aussi un essai qui soit fiable, avec des coefficients de variation des résultats inférieurs à 10%. Donc, on peut tout dans cet essai, et on va essayer d'y arriver. Donc, pour cela, on a créé ce protocole qu'on a nommé EGAS, et qui consiste à un essai de flexion à 3 points, qui n'est pas parti du rien, qu'on part de la norme française 10, 15, 11, sur la flexion des mortiers durcis, et qu'on adapte, bien sûr, parce que, comme chaque fois, on n'a pas de normes prêtes pour la construction terre-crue. Donc, on base sur la réalisation des prismes 40-40, 240. Donc, à savoir, la norme, elle prévoit des prismes 40-40, 160. Donc, je vais vous expliquer après pourquoi de ce changement. On fait le chargement au centre du prisme par la suspension d'un seau de 20 litres, initialement vide, donc des outils basiques. On fait un chargement à la vitesse d'1 kg par seconde réalisé par le déversement du sable sec d'un deuxième seau muni d'un trou de 40 mm et d'un tuyau. Donc, la vitesse de chargement, ça vient par rapport à la norme. Et l'arrêt de chargement par fermeture immédiate d'une trappe après rupture. Donc, comme vous voyez sur la photo, c'est un prisme qui est appuyé sur 2 points et après la charge il se casse, on arrête immédiatement et on va peser la masse du seau et du sable pour voir la force qui a été appliquée. Donc, on pèse le seau plus le sable pour établir la résistance à flexion de l'échantillon selon la formule, encore une fois, de la même norme. Avec des formules qui sont faciles et qui, nous, on trouve qui peuvent être exploitables pour un large panel de professionnels du bâtiment. Donc, l'essai proposé, on a fait le travail sur la validation de cet essai. Donc, la validation d'abord du banc d'essai et de son protocole. Donc, pour cela, on a réalisé une campagne comparative pour la résistance à flexion du mortier en terre crue réalisée par le protocole et des essais réalisés en laboratoire en suivant la norme. Les essais en laboratoire, ils sont réalisés sur des presses, presses hydrauliques ou autres. Et du coup, ici, vous avez les résultats. Donc, les échantillons essayés, donc on fait des séries de 6 échantillons. Et la moyenne sur les essais réalisés au CTMNC, c'est le laboratoire, on a trouvé 0,8 MPa, avec un coefficient de variation du résultat de 11%. Et sur notre banc d'essai, sur la même terre et sur notre protocole, on a trouvé une moyenne exactement 0,8 MPa, par contre avec un coefficient de variation de 6%, donc qui est même plus favorable que celui de la norme. Donc, je ne vais pas rentrer dans l'explication maintenant de pourquoi, mais après, on pourrait développer ces résultats. Donc, avec la validation du banc d'essai, on a fait aussi la validation du protocole de production des échantillons. Donc, les variables étudiées, c'est le rapport des dimensions des grains par rapport à la dimension de l'échantillon, la teneur en eau et la plasticité pendant la mise en œuvre, la répétabilité et le caractère discriminant qu'on peut en avoir. Donc ici, vous voyez le graphique, on a le rapport des dimensions des grains par rapport à la dimension de l'échantillon. Donc pour la même terre, avec un tamisage qui varie du 0,4 jusqu'au 20 mm, et on voit sur le graphique à gauche que la résistance à flexion augmente au fur et à mesure le tamisage est plus fort. Donc à 0,4, on a 1,9 MPa, et à tamisage de 20 mm, on a 0,8. Donc on voit aussi la variation du retrait qui est par rapport aux différents tamisages. Donc, nous, on a choisi un tamisage de 10 mm sur un rapport de 1/4 par rapport à la dimension du plus gros grain et de la plus petite dimension du prisme. Donc, la deuxième variante, la teneur en eau et la plasticité pendant la mise en œuvre. Donc, l'essai de la teneur en eau n'est pas très adapté au chantier parce que ça prend beaucoup de temps et ça exige une étude. Et voilà, c'est assez compliqué. Donc, sur les chantiers, l'essai pour la mise en œuvre, souvent, il est fait par la plasticité. Et c'est ce qu'on a fait avec le contrôle de la boule. On fait une boule de 5 cm de diamètre et on la lâche d'1 mètre d'auteur et on voit sa déformation au sol.
Donc, en variant les différentes plasticités, on voit qu'on varie aussi la résistance, qui passe de 0,9 MPa pour une boule qui ne se déforme pas, qui reste 5 cm, qui augmente à 1,3 MPa pour une boule qui se déforme à 8 cm, qui redescend à 1,1 pour une boule qui va à 11 cm. Donc, on voit aussi la variation de rétraction par rapport à la quantité d'eau de mise en œuvre. Donc, on essaie d'établir ici aussi une valeur que ça serait la boule qui se déforme de 5 à 8 cm parce qu'elle a le plus petit coefficient de variation qu'on peut trouver sur la série. Donc, pour valider la répétabilité, donc on a fait des séries de 10 échantillons qui sont fabriqués et testés par opérateurs différents pour voir si on trouve le même résultat. Donc, avec des séries de 10 prismes réalisés avec la même terre, même tamisage, même teneur en eau. Et on retrouve du coup les mêmes moyennes, 1,6 MPa, avec des coefficients de variation qui varient, mais qui restent toujours inférieurs à 10%, donc dans nos objectifs. Par rapport au caractère discriminant, donc savoir si cet essai il indique vraiment les terres qui sont plus cohésives que d'autres. Donc pour cela, on a travaillé avec deux terres différentes, une terre plus fine, la A et la B en terre apisée. Et du coup, on a fait des mélanges avec du sable. Donc vous voyez, on a de la terre pure dans chaque cas. Et après, la terre mélangée avec 2 volumes de sable et 4 volumes de sable. Et on voit bien qu'en rajoutant du sable, sa cohésion diminue. Donc, comment on peut interpréter les résultats qu'on obtient? Donc, c'est un test qui reste comparatif. Donc, pour cela, dans mon activité professionnelle dans BETR, j'ai analysé au moins une trentaine de terres et j'ai déjà quelques résultats pour pouvoir les comparer. Donc, je trouve que les terres sableuses, elles ont une résistance à flexion en général inférieure à 0,6 MPa. Les terres qui servent à mortier, qui sont un peu plus sableuses et elles sont plutôt, enfin, qui sont un peu sableuses, elles sont à 0,8 MPa. Les terres à piser sont très variables, donc qui peuvent aller pour un mauvais pisé de 0,8 à 1,7 pour un très bon pisé. Et les terres fines argileuses qui ont des résultats en général supérieurs à 1,4. Là, ça ne veut pas dire qu'on va classifier les terres par rapport à ces résultats-là. Il y a beaucoup d'autres paramètres qui entrent en jeu. Ça, c'est seulement un des paramètres qu'on peut utiliser pour aider à choisir les terres. Du coup, je vais finir. Du coup, pour les perspectives et conclusions, on voit que les premières analyses de réplicabilité et reproductibilité sont satisfaisantes. On a toujours des coefficients de variation inférieurs à 10%. Et on voit que le protocole EGES fournit une première approche pour pouvoir sélectionner et pré-caractériser un panel de terres de façon rapide et comparative. Donc, encore une fois, je voudrais renforcer que ce sont des tests préliminaires. Ça n'empêche pas de faire nécessairement des essais de laboratoire derrière et faire des essais matériaux par la suite. Par contre, ça permet de faire ça rapidement avec un large panel de terres, ce qu'on n'arrive pas avec d'autres types d'essais. Voilà, merci. Merci Léo. Alors maintenant, alors c'est un peu bizarre, je suis le modérateur, mais pardon, j'avais mis le minuteur. Je suis modérateur, mais je vais vous présenter l'article qui suit. Euh, Melvin Goa de Mayotte aurait dû être là, mais il avait un rendez-vous très important sur place. Alors je vais changer de place du coup, et je vais m'auto-chronométrer. Ouais, chronomètre moi aussi. Alors, alors, je vais vous parler en fait, dans ce cadre de la normalisation, de l'impact qu'ont pu avoir deux textes qui avaient cette caractère d'avoir une visée normative en fait, plusieurs textes en tout cas, qui ont été faits dans deux contextes très différents, un en Île-de-France dans le cadre de cycle terre, des ATEX de type A, des appréciations techniques d'expérimentation de type A, et enfin à Mayotte. Alors on est d'un côté en Île-de-France, de l'autre côté dans une île au milieu de l'océan Indien, sur une règle professionnelle. Donc, bon, je vous deux mots d'un contexte que vous connaissez tous.
Bien sûr, la décarbonatation de la construction au prisme des transitions, la terre avec tous ses avantages puisqu'elle est locale, abondante et si elle est utilisée crue, non stabilisée, peu énergivore. Et enfin, bien sûr, cette question de lever les freins à son emploi en produisant des textes pour encadrer les techniques. Euh, la construction, on le sait, c'est beaucoup d'impact, c'est beaucoup de CO2 libéré, beaucoup d'énergie consommée, mais ce qu'on sait moins aussi, c'est 50% des matières premières consommées et 40% des déchets produits. Et dans ces 40% de déchets produits, 90% sont des granulats et des déblais de chantier. D'où l'intérêt des solutions, en particulier en Île-de-France, qui est très contraint par ces déblais de chantier, et à Mayotte, où on a très peu de ressources, et également beaucoup d'opérations de construction qui génèrent beaucoup de déchets et de déblais de chantier. Donc ces deux textes, enfin c'est quatre textes, mais il y a trois appréciations techniques d'expérimentation qui ont été faits dans le cadre de Cyclotère, donc dans ce premier contexte, et cette règle professionnelle Mayotte. Elles ont toutes été validées à peu près à la même époque en 2022, 2021 et 2022. Et ce qu'on voudrait voir, c'est quels impacts ces initiatives ont eu sur la filière, quels bénéfices ça a eu ou quelles contraintes ça a eu sur place, et aussi connaître un peu leurs limites et, voilà, et éventuellement les perspectives d'avenir qu'elles pourraient générer. Ces deux textes ont été écrits en parallèle d'autres textes qui se faisaient, en particulier la réécriture de la norme XP 13901 sur le bloc de terre comprimé. Alors, la question de la norme et des règles, elle est importante dans le sens où elle permet de dire, et c'est ça qui mène la construction aujourd'hui, qui est responsable et donc euh, à quel moment l'assurance entre en jeu pour payer les sinistres. En fait, ça sert surtout à ça et pas tellement à encadrer les techniques, ça va plutôt finalement dire qui est responsable. Et ces deux textes, en fait, que ce soit la règle pro, alors là, vous le voyez peut-être pas très bien sur l'écran, ou les ATEX permettent, si elles sont acceptées, de permettre l'assurabilité des techniques et de les considérer comme des techniques courantes. Alors, petit rappel du contexte de Cyclotère. Cyclotère, donc, c'est une fabrique de matériaux terres qui se propose de créer une filière d'économie circulaire en utilisant les terres d'excavation des chantiers d'Île-de-France, donc à côté de Sevran. Alors là, c'est la commune qui était porteuse du projet, et utiliser en particulier euh, au départ du projet les terres d'excavation du Grand Paris, qui était, en tout cas du Grand Paris Express, qui était le chantier du grand métro autour de Paris. L'objectif de Cyclotère, c'était de produire des matériaux de construction en terre au plus près de la ressource et au plus près des chantiers. C'était pas tellement de limiter en fait les terres d'excavation, la production de terres d'excavation, mais plutôt de relocaliser la production des matériaux. C'est un projet qui a bénéficié en fait de- d'un d'un financement européen assez important. Alors, dans ce projet européen, l'objectif, c'était de faire cette fabrique de matériaux terres, mettre en place l'unité de fabrication. Il y avait plein de choses comme la formation, l'identification des ressources, etc. Et une partie permettre l'assurabilité des produits. Donc, trois ATEX ont été produits, un sur les cloisons, un sur les parements intérieurs et un sur les remplissages intérieurs de façade. C'est en fait, des domaines d'emploi qui sont relativement proches, assez proches, euh, exclusivement sur des matériaux non stabilisés pour le coup ici, et donc avec des emplois qui sont en intérieur. Donc voilà, la fabrique a été construite, elle produit des matériaux en 2021. Et pour pouvoir analyser l'impact de ces documents, ben déjà, un premier constat, c'est que dans les deux cas, en fait, 2 ans, c'est très court dans le milieu de la construction et on a du mal à analyser quels sont les impacts de la production d'un texte, en fait. Euh, des grands projets se font et durent, en fait, les études même durent plus que ces 2 ans. On a essayé quand même de regarder en fonction d'un inventaire qui a été fait de la production de matériaux terres par les gestionnaires de cyclotères, de voir qu'est-ce qui était le plus produit et le plus vendu par la fabrique, avec un regard qui était porté parce qu'ils ne fabriquaient pas que des matériaux qui avaient
cette validation par ATEX. Par exemple, ils faisaient aussi des enduits ou des terres à piser. Et le constat qu'on peut faire, c'est que le prévisionnel prévoyait qu'en 2023 et 2024, la production augmente de manière significative et surtout pour des matériaux qui étaient couverts par ces textes. Il y avait quelques demandes pour les autres, mais qui restaient assez stables. Donc on pouvait finalement, alors c'est dur d'en tirer des conclusions parce qu'en fait les temps sont courts et puis il y avait beaucoup d'initiatives à l'œuvre sur les matériaux terres à ce moment-là. Mais on pouvait dire que par rapport au retour des clients qui venaient se fournir chez Cycloterre, des maîtrises d'ouvrage, qui venaient rechercher finalement cette assurabilité pour intégrer les matériaux. Et les architectes venaient aussi chercher cette finalement facilité ou moindre difficulté à intégrer des matériaux terres dans leurs opérations, en sachant que cela allait être couvert et que dans la discussion avec les bureaux de contrôle, il n'y aurait pas de, enfin, moins de problématiques. Alors, bon, avec un bémol, parce que ce n'est pas tout à fait représentatif, il y a d'autres opérations en terre crue qui sont faites sans passer, bien sûr, par la fabrique cycle-terre, dont de très grosses opérations, mais ça donne quand même un peu des tendances. Euh, Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que, alors finalement, c'est qu'un premier retour, il faudrait l'analyser à plus long terme, mais en tout cas, en Île-de-France, cet ATEX, ils ont eu des grandes portées médiatiques. Ça a permis de faire beaucoup de publicité autour de ça et d'avoir de nombreuses sollicitations commerciales. Ils ont beaucoup fait de devis à Cycloterre, ils ont peut-être moins vendu qu'ils ont devisé, mais en tout cas, ça leur a donné cette visibilité et cet élan commercial. Au-delà de ça, d'ailleurs, cette visibilité, ça a entraîné une curiosité. La fabrique cycloterre devenait un lieu de visite. Le développement de demandes sur d'autres types de matériaux, des sollicitations sur la recherche, et puis il devenait un peu un acteur de ce milieu de la Terre en Île-de-France où il participait à tous les échanges. Bon, alors, par contre, il y a d'autres contraintes, hein, c'est que les domaines d'emploi validés sont extrêmement restreints. Voilà, donc on peut pas tout couvrir. Que parfois, ils sont d'autant plus restreints que la discussion avec les comités de validation de ces ATEX eh ben, sont parfois difficiles. Leur durée de validité est très courte, ce qui, là encore, allez, pour le cas de Cycloterre, c'était 2 ans renouvelables à 1 an de plus. Mais ce qui au regard du temps de la construction est vraiment très limité et que ces attaques demandent de plus en plus de justifications techniques qui sont lourdes et très onéreuses à produire. Alors rapidement, je vais vous présenter maintenant le cas des règles professionnelles BTC Mayotte. Alors Mayotte, je ne sais pas si vous avez eu la présentation hier en vidéo de Vincent Liétard. Ça, c'est cet après-midi. Bon, 35 ans de construction en bloc de terre, ici stabilisé. Euh, à peu près la moitié enfin 20 000 constructions réalisées par la société immobilière de Mayotte, dont la moitié en bloc de terre comprimé. 40 millions de briques de terre mis en œuvre. Au tournant des années 2000, un ralentissement très important de la production des blocs de terre comprimés pour de multiples raisons, dont une était la problématique assurantielle. Euh, on n'était pas de règles qui couvrent la technique des surprimes d'assurance pour les maîtrises d'ouvrage. Alors c'était on va dire, un lieu idéal pour lancer une procédure de règles professionnelles parce qu'il y avait un retour d'expérience très très important sur l'île et une volonté locale qui a été relancée par Arter Mayotte au tournant des années 2011. Euh, alors qui a pris du temps parce qu'elle est d'abord passée à nouveau par ce qu'on appelle un attaque de type A, hein, et puis après, en juin 2021, une réalisation de la règle professionnelle qui a été validée par la commission prévention de produits de la QC. Alors, pour faire un bilan, là aussi, c'est compliqué, 2 ans après. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un constat qui se fait, c'est que la plupart des opérations publiques à Mayotte intègrent aujourd'hui du bloc de terre comprimé. Y compris la société immobilière de Mayotte qui avait un peu lâché le matériau au tournant des années 2000, qui s'engage maintenant à mettre un minimum de 20% de leurs briques dans leurs nouvelles opérations, avec un objectif de 7 millions de blocs de terre comprimés à produire d'ici 2030. Des constructeurs privés qui s'intéressent à la technique et une reconnaissance un peu indirecte, c'est que l'électricité de Mayotte, qui produit l'électricité sur l'île, subventionne l'emploi du bloc de terre comprimé à hauteur de 25 euros le mètre carré pour favoriser en fait des matériaux locaux. Alors ça, c'est le premier constat, hein. Beaucoup d'opérations en cours.
Un deuxième constat, c'est voilà. Ah ben ça, c'est des chiffres de Arter Mayotte. L'année passée, on était à finalement un nombre assez peu élevé de production de blocs de terre comprimés, mais l'objectif d'ici 2026, c'est plus de 500 000 blocs produits annuellement. C'est même bien plus que ça, puisque des grosses opérations intègrent cette quantité en une fois de blocs de terre comprimés. Alors l'autre retour qu'on peut analyser, en fait, c'est aussi le développement des briquetiers mahorais, la remise en activité des anciennes briqueteries existantes sur l'île. Alors elles étaient plus très nombreuses, mais surtout des nouveaux producteurs qui s'installent, comme l'entreprise ACBTP et la producteur du nom de Dipac, qui ont investi dans de nouveaux moyens de production. Alors certains des terres Staram, comme il y avait avant sur l'île, mais d'autres sur des chaînes plus mécanisées et des investissements qui sont faits voilà, sur place, parce que aussi, bah, Mayotte, c'est une île avec peu de ressources et de plus en plus, on épuise le sable qui est concassé et c'est une alternative très viable pour éviter d'utiliser le sable sur place. Enfin, le développement de nouveaux acteurs, puisque un des plus gros fabricants de produits en béton préfabriqué aggloméré, en agglo, finalement s'intéresse lui aussi aux blocs de terre comprimés et voilà, expérimente aujourd'hui sur ces chaînes de production, un peu comme on a vu précédemment sur la présentation de Julien, sur ces presses à vibrocompaction, la production de briques avec un objectif d'1 million de briques produites par an. Puis il y a aussi le développement de nouvelles filières, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le fait que toute cette filière de blocs de terre comprimés stabilisés se relance incite les acteurs aussi à finalement revenir sur ce que Patrice avait essayé de dire dans les années, tout début des années 80, c'est qu'il fallait stabiliser peut-être au début, mais après se passer de la stabilisation. Et ben voilà, les acteurs d'aujourd'hui se disent, mais maintenant qu'on est couvert par une norme, on peut peut-être innover et stabiliser avec des fibres végétales, euh, du bananier, de la bagasse, du coir de coco, pour faire des blocs de terre comprimés fibrés non stabilisés et permettre d'avoir une filière locale 100% vertueuse, sans impact carbone. Enfin, en tout cas, minime. Et j'en conclus, alors je vous ai mis quelques images de projets qui sont en cours, des expérimentations, ici dans le cadre du projet Toit pour tous Outre-mer, pour des logements très sociaux, en fait, où là vont être expérimentés, par exemple, des solutions de briques fibrées, un peu comme un torchis préfabriqué, pour revenir en fait sur ce qui existait précédemment comme technique constructive à Mayotte. Conclusion. Alors, le passage par des règles qui encadrent la technique et qui lui donnent une assurabilité, ben, c'est une reconnaissance en fait de la technique hein, qui est valable aux yeux de tout le monde, même les non-sachants. C'est une notoriété technique et commerciale et c'est un préalable solide à faire évoluer ces textes pour aller plus loin parce que évidemment les textes c'est souvent un premier jet et ils ont tous à être repris, corrigés en fonction du retour d'expérience. En fait, c'est jamais bon du premier coup, il faut toujours revenir dessus. Mais alors il y a aussi quand même des inconvénients, c'est une complexité technique induite par cette réglementation qui augmente les coûts de pose, parce que ça complexifie beaucoup les systèmes constructifs, souvent, en particulier à Mayotte, où on est dans une zone sismique et cyclonique, et en Île-de-France, où on est dans des questions d'isolation et de RE2020, de réglementation thermique. Et puis que malheureusement, les acteurs de la filière sont fragiles économiquement, hein. C'est souvent des petites entreprises et que du coup, parfois, bah, voilà, ils ont du mal à porter ces textes et ces réglementations. Et que bien sûr, une autre contrainte, c'est que les bureaux de contrôle, mâles français que nous avons ici, se contentent souvent d'une application très stricte des textes qui sont produits et tolèrent assez mal des variations. Et voilà, et je vais peut-être en m'arrêter là. Merci à tous. Je vais me redonner la parole. Et c'est moi. Alors, merci Arnaud, complètement schizophrène. Euh, alors, pour la suite, nous avons une vidéo de présentation avec une personne du Chili, je crois, si je ne me trompe pas, à distance. Alors, on a un tout petit souci, c'est que cette vidéo, elle est malheureusement très longue, puisqu'elle fait 25 minutes. Et si on veut rester dans le timing
des présentations, il va falloir qu'on passe certains passages, mais Audrey a repéré certaines zones. Alors, nous laissons la parole a Monsieur Brockton. Buenos días, quiero presentarles nuestro trabajo que está relacionado con la validación ante normas de sistemas bioconstructivos, en este caso los sistemas de fardo de paja, quincha liviana húmeda, quincha liviana seca y los materiales de estuco de tierra cruda fino y grueso, adobe celulosa y adobillo. En este trabajo participamos por mi parte Jorge Broughton, Romina Acevedo Oliva, Óscar Carrillo Zúñiga de Manzana Verde y del Gremio de Bioconstrucción de Chile, Diana Allenza, Marcela Gallardo e Ignacio Conde. Como introducción, les quiero contar que el trabajo se enfocó en determinar alternativas de construcción de pertinencia cultural y de bajo impacto ambiental para Chile, nuestro país, que reinterpretan distintos sistemas y materiales bioconstruidos de la arquitectura vernácula y que cumplen con las normativas de construcción vigentes en cuanto a sus aspectos térmicos, acústicos, resistencia al fuego, además de la permeabilidad al vapor y conductividad térmica para construir vivienda social o privada en nuestro país. Los desafíos de la construcción con tierra y su adaptación a modos de vida urbana contemporánea, la imagen de la modernidad y la cultura global son también puntos a considerar desde la misma enseñanza de la arquitectura, donde también se propone que representan a la cultura local y que precisan de cumplir con estándares técnicos modernos por la necesidad de descifrar sistemas constructivos para proyectar su uso a futuro. Voy a partir con algunos atributos de la tierra cruda, que es nuestro primer material, el material matriz, que evita la pudrición de la fibra, reduce el contenido de polvo fino en el aire, activa los mecanismos de protección de la piel contra los microbios, es un material eternamente reciclable, sacable del mismo terreno, disminuye los olores, es inífugo, muy resistente al fuego, disminuye la electricidad estática, neutralizando las ondas electromagnéticas, es un regulador hidrotérmico, absorbe 60 gramos de agua por metro cuadrado y no contiene químicos ni contaminantes, como los compuestos orgánicos volátiles de los COP. Además de absorberlos, genera una buena calidad del aire. Por otro lado, tenemos las fibras naturales, que están combinadas entre celulosa y lignina, componentes compatibles con la tierra cruda y capaces de ligar grupos de arcilla y absorber más rápida y homogéneamente el agua entre ellos. Las fibras embeben el agua en la mezcla de tierra cruda, lo que reduce su retracción y les da una estructura. Como aislante sirven los tallos secos, máximo un 15% de humedad, porque si no se empiezan a pudrir, pero ahí la tierra y su arcilla lo evitan. Y se ocupan los cereales como el trigo, la avena, el centeno, la cebada, el arroz, etc. En estado seco almacena aire, lo que lo convierte en un potencial aislante térmico. Entonces, concluimos que estos dos materiales tienen una simbiosis, se complementan, generan una fuerza entre ellos. Vamos a hablar ahora de los sistemas constructivos, materiales a ensayar y sus atributos. Partimos por la resistencia térmica. Primero, en forma cronológica, ensayamos un muro de fardo de paja que llegó a esta resistencia térmica de 0,15 watts por metro cuadrado Kelvin. Esto es un ensayo en los laboratorios de Levien de Chile. Hicimos una medición en una casa de fardo, con muros de molvete de fardo, que la temperatura exterior oscilaba de menos 1 grado a más 23, o sea, una oscilación térmica de más de 20 grados. En cambio, en el interior, en un espacio sin calefacción, no bajaba de 15 grados ni subía de 20. Esa estabilidad de temperatura es la que realmente genera el confort. O sea, en invierno, si uno enciende alguna calefacción activa, tiene que apagarla inmediatamente porque llega a esa temperatura óptima de 20 grados. En cambio, en verano se hace mucho calor afuera, se ventila el interior y también se logra ese mismo promedio de temperatura interior, lo que hace muy agradable vivir en un espacio con una buena aislación térmica. Acá tenemos los resultados del estudio térmico de un muro de quincha liviana, que es un muro de 15 centímetros, y por espesor es más baja.
O sea, tiene una transmitancia de 0,72 watts por metro cuadrado Kelvin. Esto fue hecho en los laboratorios del CITEC de Chile, Concepción. Ahora vamos a repasar los ensayos de conductividad térmica. El que tuvo mayor performance fue la tierra aligerada, la que tenía paja, que llegó a 0,01. Después aumentó un poquito su conductividad a la adobe celulosa, 0,18. Después el adobe de adobillo, 0,36. El estuco fino de tierra, que llegó a 0,52. Y el estuco grueso, que fue más alto, que llegó a 0,72. Pero si lo comparamos con el cemento, que tiene una conductividad de 2,5, es mucho más baja la conductividad de estos materiales naturales. Aquí tenemos una tabla donde hicimos la comparación de las distintas muestras de testigos que ensayamos, con cantidad de paja y cantidad de tierra, en lo que respecta a la tierra aligerada, también las composiciones del adobe en cuanto a la arcilla, la arena, los roques finos también, los tamaños de la arena, para generar tanto el fino de 1 milímetro de espesor como el grueso de 3 milímetros, y la mezcla de la adobe celulosa, la cantidad de celulosa por viruta y arcilla, y los resultados en cuanto a la densidad y su conductividad promedio. Después tenemos la aplicación en la norma chilena, que es en el artículo 4.1.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en que actualmente tenemos esta exigencia, que no son tan altas, que el máximo más bajo de transmitancia exigida a la zona más fría, que es 0,6 en muro, watt por metro cuadrado Kelvin, pero felizmente en noviembre del próximo año esto se modifica, se está modificado y se pone en práctica en este mes del próximo año, y llegamos a una transmitancia mucho más baja, 0,30, 0,35, mucho más exigente, y también se incorporan las puertas como el lente térmico. Esto es la zona de Chile, que en el norte, bueno, son más cálidas, sobre todo en la costa, pero la cordillera siempre se mantiene fría. Tenemos una gran superficie de territorio chileno, en el cual es bastante frío y por lo cual se hace sumamente importante la resistencia térmica. Ya que nuestro país es largo y por la parte más al norte es más seco, hay una pertinencia de los materiales que uno encuentra localmente. O sea, en el norte de Chile hay obviamente más tierra, y si uno va llegando al centro aparecen las fibras, y ya más al sur, que es la zona más fría, aparecen las lanas. Vamos a comparar algunos sistemas constructivos térmicos. El sistema constructivo fardo de paja, que tiene 50 centímetros de espesor y llega a esta transmitancia 0,15 watts por metro cuadrado Kelvin, que le ponemos un factor 1, y en este caso cumple con todas las nuevas zonas térmicas de Chile. Si lo comparamos con un panel SIP, que es un panel de Aislapol, de Plumavit, con OSB, tiene esta transmitancia y es 4 veces menos térmico que el muro de fardo, y ya cumple con menos de la mitad de las zonas térmicas de Chile. Y vamos bajando con otro panel que tiene Plumavit, que es el Cointe, que tiene 5 veces menos, un muro de madera con lana mineral, ya son 6 veces menos, el ladrillo, la albañilería confinada, 12 veces menos, y el hormigón 13 veces menos. Si esto lo miramos desde el punto de vista de consumo energético por kilowatt hora al año, para llegar a calentar un metro cuadrado a 18 grados, en relación a un muro fardo que es 6 kilowatts al año, el muro de albañilería es 10 veces más consumidor de energía. Ahora vamos al tema de la resistencia al fuego. Estas son fotos del ensayo que se hizo del muro de fardo, resistencia al fuego, en que no solamente la arcilla funcionaba como un escudo al fuego, sino también las mismas fibras que estaban compactadas, al no tener oxígeno, no encendían, no prendían. Y se logró una resistencia al fuego de 2 horas, F120, y eso porque los recursos que teníamos para ensayar no fueron mayores a esa cantidad de tiempo, en que teníamos que financiar el horno.
pero podríamos haber llegado a más. Y algunos detalles del prototipo que ensayamos y los resultados del ensayo, que están disponibles que fueron enviados. Lo comparamos con la quincha liviana, que es un muro de paja, relleno con paja, pero de 15 centímetros, o sea, mucho más delgado, logra la misma resistencia al fuego de 120. Entonces aquí concluimos que la relación entre la tierra que protege la fibra crea esta alta resistencia al fuego, porque son estucos de 2,5 centímetros nomás de tierra, por ambas caras. Pasamos aquí a la resistencia acústica, que el ensayo que hicimos de un muro de fardo llevó a una reducción sonora de 47 decibeles, cumpliendo con la norma chilena. Ahí está el resultado. Y también ensayamos la quinta liviana, que llegó también a estos 47 decibeles. Entonces también tenemos un resultado análogo en cuanto a la misma resistencia tanto del fuego como la acústica. La permeabilidad del vapor de materiales, que se llama, tiene que ver con la difusión, ¿no es cierto? Aquí pusimos este gráfico que está disponible en el manual de construcción de tierra, aquí en Don Minque, en que él ensaya en su laboratorio en la Universidad de Kassel las tierras con distintos contenidos de arcilla y arena, y la que más permea es la arena que tiene más limo. Y si se compara con un revoque de calcemento, es 3 veces más respirable, ¿no es cierto? Por la difusión del vapor. Y eso justamente porque si uno hace un corte en la tierra, hay muchos poros, o sea, donde pasa el vapor, ¿no es cierto? En cambio, en el caso del cemento, esto se bloquea, lo que genera interiormente condensaciones intersticiales que no solamente generan enfermedad a los usuarios, sino también al deterioro de los materiales mismos. Aquí tenemos resultados. El que mejor se comportó fue este ensayo de tierra alivianada, que tenía mayor cantidad de paja que el siguiente, llegó a un mu de 7,21. Después pasamos a este prototipo de tierra alivianada, que es P2, que aumentó, o sea, tiene menos resistencia a la permeabilidad, que es 8,15. Después ensayamos la boda celulosa, que llegó a 10,84. Están los resultados. Seguimos con el revoque fino de tierra cruda, que llegó a 12,5. Y finalmente el revoque grueso de tierra cruda llegó a 16,63. Y finalmente también ensayamos el adobillo, que es un sistema constructivo empleado mucho en la zona central costera, que fue de 16,84. Aquí tenemos la tabla con todos los factores mu de resistencia al vapor de agua. Aquí se ve que la tierra refrigerada con mayor cantidad de paja, con 3,7 litros por kilo, genera una mayor resistencia que 1 litro por kilo de paja, que fue 8,15. Eso nos llamó mucho la atención. Como conclusiones, queremos decir que los sistemas constructivos evaluados representan una tendencia en Chile y en el mundo que busca formas de construcción más sustentables y que reinterpreten el patrimonio constructivo existente caracterizado por la construcción en tierra y madera. Los sistemas bioconstructivos son alternativas sustentables y de pertinencia cultural para nuevos barrios, tanto sociales como privados, debido a las ventajas comparativas con otros sistemas constructivos industrializados, en las que, según los ensayos realizados, se encuentran principalmente gracias al uso de la tierra como revestimiento que tiene una alta resistencia al fuego y buena permeabilidad al vapor, y al relleno de fibras de paja que, según densidad y espesor, logran una alta aislación térmica. Los resultados de los materiales ensayados a la permeabilidad al vapor y conductividad térmica abren grandes posibilidades de usarlos para mejorar viviendas existentes,
en cuanto a problemas de confort hidrotérmico, donde algunas de ellas no cumplen con las mínimas condiciones de habitabilidad, sin considerar la toxicidad de algunos materiales industrializados que contaminan el aire interior. Sabemos que tanto en nuestro país como en el mundo, al legalizar los sistemas constructivos o materiales, podemos optimizar las normas existentes, lo cual se convirtió en nuestro gran objetivo de ensayar en laboratorio todos los sistemas y biomateriales expuestos. Un mayor componente de fibra genera una mayor difusión al vapor, así que si combinamos bien la tierra cruda y la fibra, tendremos un sistema constructivo apropiado y muy eficiente para cada zona climática en el mundo, que responda a las prestaciones térmicas, acústicas, al fuego y de transpirabilidad para lograr el mejor confort humano en una construcción. Tanto la tierra cruda, que se puede obtener en el mismo terreno donde se construye, como las fibras naturales, que tienen una alta disponibilidad local y en general son consideradas residuos agrícolas, convertidos ambos en materiales de construcción, son intrínsecamente económicos. Por ende, si son empleados como constituyentes de sistemas constructivos y estos son normados, su divulgación genera un impacto positivo al planeta y en consecuencia a nosotros, los seres humanos. Quiero terminar con nuestras redes sociales, la página web que tenemos de Construcción con Fardo, nuestro Instagram y una página en Facebook, y nuestra corporación ProTierra, que patrocinó varios de los ensayos, y el gremio de construcción que patrocinó los otros. Alors, merci pour cette dernière présentation. Et on s'excuse encore d'avoir fait un rétrécissement amical du temps de la vidéo. Alors, je ne vais pas forcément faire un mot de conclusion. Je pense qu'il faut mieux que vous avez tous faim. Donc, il faut mieux qu'on passe peut-être aux questions directement, si vous avez des questions sur les présentations dans la salle. Tout le monde a très, très faim. Ah. ¿Se escucha? Sí. Bueno, lo mío no es una pregunta, es más bien contarles un aspecto de lo que está sucediendo en Chile, porque la última presentación explicó todo lo técnico, pero faltó como la parte en que cómo surgió que esto se diera, que fuera posible. Y es gracias a la asociatividad entre las personas, que en Chile existe un gremio de bioconstrucción. O sea, el grupo de gente de los festivales pasó ya a conformar un gremio. Y, y bueno, quizás Romina Acevedo puede contar un poco más el proceso, pero ha sido, yo como parte de esa gran red, me siento muy orgullosa de que mis compañeros hayan podido llegar al Ministerio de Vivienda y que todas estas normas también y todos estos ensayos los están dejando de código abierto. Entonces, en el cambio de escala, esas pequeñas acciones son fundamentales. Y no sé si Romina quisiera complementar un poquitito más, porque ella también fue parte de ese proceso. Bueno, yo como siempre como parte de la gran red, pero el proyecto es ahí de... Bueno, ya que me pasan el pase. Bueno, igual después en el segundo bloque me va a tocar hablar del proyecto de vivienda social rural que tiene que ver con una escala también que va después de esta certificación que nos permite hoy en día poder construir bajo todas las legalidades de construcción en Chile. Como dice Margarita, en Chile, después del terremoto y gracias al trabajo de personas como Marcelo Cortés y gente que ha llevado más de 20 años trabajando en temas de tierra en Chile, hemos logrado como consolidar una red de colaboración y también de visibilización de estas técnicas constructivas y el valor que tienen para la arquitectura contemporánea y el habitar de hoy en nuestro país. Y producto de eso, yo destacaría el interés también estatal de los organismos técnicos que están trabajando en los servicios de vivienda, urbanismo, las universidades, en incorporar estas técnicas constructivas
a temas tanto de carácter social como también de proyectos privados. Y en ese sentido, estas certificaciones que partieron en el año 2013, 14, por ahí, más o menos, han sido consecuencia de eso, de colaboraciones tanto privadas como públicas entre distintas actorías del mundo de la tierra en Chile. Eso. Alors, si je peux dire un petit mot, c'est vrai que ce qu'on voit là sur cette dernière présentation dans le cadre finalement d'une reconnaissance gouvernementale de matériaux terres au Chili, c'est important de dire, c'est que, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'essais et beaucoup de- d'expérimentation, beaucoup de vérification pour dire oui, nos matériaux sont corrects, sont performants par rapport à d'autres ou en soi. Et puis, deux, eh ben, malheureusement, la reconnaissance finalement étatique ou d'instance ou par consensus ou par la plupart des acteurs de la construction, ça passe par la validation de données chiffrées et pas simplement des choses sensibles. Et c'est ça qui est un peu difficile. On aime les chiffres dans les gouvernements et il faut donner des valeurs de performance et c'est un peu indispensable. Malheureusement, c'est très laborieux et c'est très bien d'y réussir, mais ça demande un engagement fort aussi euh, des groupes de gens et des personnes en tout cas. Arnaud? Arnaud, Oui, pardon. tu me permets. D'abord, merci pour les présentations. Je voudrais rebondir un peu sur la question de l'assurabilité. En fait, elle est très liée à effectivement, comme tu l'as indiqué, sur les questions de responsabilité, mais aussi il y a un autre élément qui me semble important de prendre en compte, c'est la question de la sinistralité. Et en fait, cette notion de sinistralité, elle vient bien souvent se heurter à des approches que nous, on développe, qui sont celles des cultures constructives locales. C'est-à-dire que si on prend notamment le cas du parasismique, on est dans les cultures constructives traditionnelles sur des systèmes qui contrôlent cette sinistrabilité, c'est-à-dire qui font que les bâtiments vont se comporter d'une telle façon pour éviter qu'ils tuent des personnes, puisque l'objectif, c'est quand même d'éviter de tuer les gens. Mais ça vient heurter la définition de la sinistrabilité de celle des assurances. Et je pense que c'est un sujet aussi qu'il faudra qu'on explore assez rapidement sur ces questions-là. Notamment, on est confronté dans les contextes post-catastrophe et post-sismique à ces questions-là. Voilà. Merci. Thanks to all the presenters. In particular, Leonardo, fantastic work. I feel like one of the really big things about scaling up is that we have to be very nimble. We have to be very quick in how we analyze site materials in order to prevent having to always have a centralized point of supply, which is something that has become normalized. And so it's very nice to see this very direct approach. I hope you have it in English, or I can help you to put it into English. Thank you very much. Merci beaucoup. Ouais, je n'ai pas les informations en anglais, mais on va essayer de le faire rapidement. Et avec votre aide, si vous pouvez, avec plaisir. Aussi pour Léonard, c'est super le travail que vous nous montrez. Nous, ce qu'on fait à l'école d'archi, on partage aussi avec les élèves des tests pour qu'ils puissent apprendre déjà avec les sens, et après avec les petits tests, et après si on peut passer au laboratoire. Mais ce que vous nous montrez en avant de tous les échantillons, et surtout avec les moyens de bord, parce que c'est souvent ce qu'il y en a.
et qu'on arrive quand même à systématiser toute l'information pour avoir des résultats très précis, bah ça donne toujours une très bonne idée de comment améliorer nos pratiques. Donc, merci de partager. Merci. Et moi, je voudrais, c'est juste un commentaire, peut-être une question, mais je pense qu'on n'a pas la réponse, malheureusement. Et encore une fois, ce n'est pas les matériaux qui, encore moins les matériaux bruts, mais non plus les matériaux type Adobe, produits, qui fait les euh, assess, qui fait la performance lui-même. C'est tous les systèmes, disons les murs complets. Donc, par exemple, en acoustique, tu peux avoir un mur qui retient les bruits X, mais après, tu as un trou et tout passe par là. Donc, c'est très difficile, assurer, même au risque, Philippe, des systèmes complets, parce que maintenant, les murs ne sont pas tous le même matériau, fait homogène, sauf le pissé peut-être. Et on voit ici, les systèmes sont très complexes. Donc, si on essaye de faire une caractérisation de ces systèmes, après, autant qu'architecte, on doit utiliser le système tel quel. Donc, c'est très complexe à donner des chiffres pour tout un système et en même temps avoir la flexibilité de continuer à contextualiser et faire un projet d'architecture. Donc ça, je pense que c'est un des problèmes de la standardisation, de la caractérisation. Ce n'est pas les matériaux, c'est les murs, c'est la toiture, c'est des systèmes qui sont plus difficiles à caractériser que... Donc moi, je pense que ce que je fais, en tout cas, c'est le système complet, comment arriver à le faire, une performance concrète. Mais les matériaux lui-même, je pense que ça ne sert pas beaucoup. Avoir tous les chiffres de tous les matériaux, parce qu'après, c'est la construction, c'est la mise en œuvre, c'est l'architecture qui va donner la performance totale. Ou peut-être que vous pouvez me corriger et ça sera génial. Merci. Est-ce que quelqu'un veut corriger Nouria? Non, il n'y a pas de, il y a pas, non, non, mais tu as parfaitement raison, Nouria, mais oui, oui. Mais c'est toujours cette histoire de donner des valeurs à regarder chacun des matériaux les uns à côté des autres, et pas forcément comment ils fonctionnent ensemble. En vrai, on regarde toujours comment ils fonctionnent ensemble, mais à un moment donné, il faut, voilà, ils sont un peu évalués individuellement et les systèmes constructifs larges sont de plus en plus pris en compte parce que justement les normes se complexifient de plus en plus malheureusement. Et c'est vrai que il y a la question des acoustiques des parois courantes, mais avec Eugénie, s'est posé la question, par exemple, sur les index de cyclotère, de pouvoir évaluer la qualité des interfaces entre les parois et en fonction des configurations, qu'est-ce qui se passait au niveau du passage du son à ces endroits-là. Donc, pas sur la vision de tout le bâtiment, mais bien sur des visions d'interface de matériaux. Et nous, dans la Terre, finalement, on court un petit peu après la norme, en fait, qui se complexifie. C'est ce que je disais un peu en introduction. Et la norme, elle n'est pas toujours très logique. Ouais. Nous, on n'aimerait pas. Moi, je serais d'accord pour dire, nous, on n'en a pas besoin, mais en fait, c'est pas pour. C'est pour le développement finalement des techniques et sa diffusion qu'on fait des essais. Euh, Peut-être qu'on se contenterait même nous-mêmes de niveaux de confort moins importants, ou en tout cas, on est peut-être sûr de nous, mais pas tout le monde n'est pas sûr de nous. La Terre, c'est l'ami que tu connais bien et qui est très versatile et que tu prends avec toi. Il change un peu, il n'est pas toujours le même tous les jours, et puis tu viens habiter dans une colocation. Et là, les colocataires, ils regardent un peu bizarre, ils disent, on pourrait peut-être mettre quelques règles pour vivre ensemble, parce que il n'est pas tout le temps pareil, là, ton copain. Et là, tu dis, bah oui, oui, alors, t'as beau leur dire, mais je vous assure qu'il est très bien. Non, on va être obligé
d'écrire le contrat qui se passe entre nous, quoi. Moi, j'ai travaillé sur les bruits à l'aéroport pendant une année et finalement, on mesurait les fenêtres. Mais c'est pas la peine, les murs, ils vont être toujours beaucoup plus performantes. Donc, on va au point dans la pratique à la fin. Est-ce que ça sert vraiment? Est-ce que chaque fois, il faut faire des mesures sur des choses qu'on sait qu'il est normalement, il est performant. Donc, on n'a pas les moyens pour faire un test au feu, un test à des choses qui normalement, ça va être performante. Oui. On va donner la parole à Andreas, et puis après, il y a une question aussi, je crois. Donc, moi, je voulais un petit peu quand même rappeler justement le système, enfin, qu'est-ce qui existe pour la construction en terre en France aujourd'hui. On voulait écrire des règles professionnelles autour des années 2008-2010. Ça n'a pas abouti. On a enfin des guides de bonne pratique, mais qui n'ont pas de valeur juridique. Tu l'avais bien montré tout à l'heure dans le... bon, bref. Et aujourd'hui, la nouvelle norme, la XP réécrite, qui tient quand même, à mon avis, bien la route, parce que en fait, c'est une norme d'essai. Elle permet de classifier les briques. Donc, elle ne t'oblige pas à avoir une brique de telle ou telle manière. Elle classifie les briques selon leur capacité par rapport à l'eau, par rapport à la compression, etc. Donc, il y a 3 ou 4 classes de briques. Selon, on peut utiliser à l'extérieur soumis à l'eau. Ce sera probablement effectivement, malheureusement, la norme mélange un peu stabilisé et non stabilisé, c'est le seul inconvénient, mais elle classifie. Donc, n'importe qui peut faire des briques qui, peut-être, en dernier lieu, sont la moins bonne classe, qui est celle d'empiler des briques dans une cloison pour mettre de l'inertie thermique. Et donc, je trouve absolument pas contraignant cette norme. Moi, je l'utilise sur les chantiers. Et donc, par exemple, les briques de la briqueterie d'Alon, on les a testées, puis ça a fonctionné. Et je tiens quand même à redire une dernière fois, ça a été dit aussi par Serge tout à l'heure, que c'est vraiment une grande erreur, je le dis très clairement, de vouloir faire de la BTC non stabilisée. Il faut faire des briques moulées, à la rigueur, des briques extrudées, si c'est pas sous vide et si c'est vraiment des vrais mélanges faits pour rester crus. Mais par exemple, le chantier de Bagneux, jamais je n'aurais utilisé les BTC non stabilisés de Cycleterre parce que ça ne tient pas la route à l'eau, quoi. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, on m'a jamais demandé de faire une ATEX. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire et à faire, à mettre le matériau au bon endroit, comme on a dit, des débords de toiture, etc., qui ne sont pas dans des normes, mais qui peuvent faire des cloisons au lieu de faire toujours des murs extérieurs. Et on arrive à discuter avec les bureaux de contrôle sans. Franchement, je n'ai pas eu de gros soucis avec ça. Et j'aimerais quand même qu'on aille plus loin rapidement dans des vraies normes ou pourquoi? Parce que entre-temps, on va payer des ATEX qui vont être valables pendant 2 ans ou 3 ans ou je ne sais pas combien, et on va repayer des ATEX, et puis on va toujours trouver que finalement l'utilisation ne correspond pas tout à fait. Et bon, voilà, je ne pense pas que je pense que c'est un cul-de-sac, ces histoires d'ATEX. Ça fait qu'il y a un peu de connaissances qui se rajoutent. Je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais en termes de finances injectées, et de ce qui en sort, pour moi, ça ne sert à rien. C'est pour des gros industriels, hein, de ce truc-là. Mais ce n'est pas pour un matériau qu'on veut produire un peu partout. Merci, Andreas. On va peut-être prendre la question en vidéo. Bonjour, Bonjour. je suis au Chili. Ça s'écoute? Si?
Eh, quiero hacer una aclaración sobre la última presentación, en que los ensayos los logramos con voluntades individuales a través de distintas agrupaciones, como fue Manzana Verde, que está Romina Acevedo ahí, el gremio y también la Corporación Protierra. Nos organizamos para poder autofinanciar estos ensayos y que esta experiencia que tuvimos nos dimos cuenta que estos biomateriales no son estandarizables, sino que hay que acordar criterios para su uso en distintos contextos. No puede llegar a un material igual a otro. Sí, las tierras son todas distintas y las fibras también. Eso. Merci. Alors, je pense qu'il nous reste quelques minutes, peut-être un petit retour, une question. 2 minutes. Thank you. I just had a quick thought. It seems like there's kind of 3 types of tests. There's the kind of sensory field tests. What you're developing, Leonardo, seems like a sort of reproducible, less subjective, I don't know, garage or shed test. And then there's the proper lab tests. And it seems like, yeah, to the point that's been made about lab tests, they're laborious, they're expensive, they're time consuming, they're increasingly complex. I think you made that point when you were standing over there. But I guess the real question is that if you work through the more reproducible tests, do you then still, it seems like you still have to go through the lab test, right? So you could do 100 tests that are reproducible, really just to find that you know the lab test will pass and it'll go quickly. Is that the go? Oui, c'est ça le but, c'est qu'on puisse faire plus d'essais de façon plus rapide. Parce que si on va pas écarter l'essai de labo à la fin. Par contre, comme vous dites, on sait que ça va marcher et on économise du temps, de l'argent. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Et peut-être qu'en particulier, dans le cadre de normes, on peut avoir des parties de contrôle qualité qui sont basées sur des essais très simples qui permettent de vérifier sans repasser par le laboratoire. D'où l'intérêt aussi de normes d'essais, de contrôle simplifié, quoi, entre essais de chantier et essais de laboratoire. Vous avez tous faim? Vous n'avez pas faim? Okay, I have a question to the last presentation as well. This is of course great especially for builders to have some quick understanding what they have the properties of the material. And the question is if you think about the testing whole units, whole walls, something like this, because the question before was about how we can justify the final wall and if they combine the task. And what we do at the moment in the Czech Republic, so we try to introduce the full size test. So that's mean we testing whole walls, destructive and mainly non-destructive methods, and then we can say if the load-bearing capacity is enough, and we try to use the already working standards like designed by the testings, which is introduced in the Eurocodes, or standard testings for the capacity for the thermal behavior of the walls and behavior for the noise transfer and all these things. So if you using as well these tests or just the preliminary tests for the materials? Avec l'essai qu'on a développé, on pourrait difficilement aller à l'échelle du matériau parce que ça exige des charges lourdes et nous, on s'est limité vraiment à l'utilisation des outils simples. Je trouve que les essais matériaux sont très importants et à la limite, je pense qu'on pourrait même les faire avec des outils simples
avec de casse-blocs ou d'autres outils. Mais je pense que ça pourrait aussi se faire sur le chantier. D'ailleurs, ça se fait sur certains chantiers. Et c'est très bien. Pour moi, la question des essais matériaux, c'est le temps que ça prend. Parce qu'en général, sur une étape, ici, en fait, cet essai, il est valide en étape de sélection de terre, plutôt. On n'est pas sur l'étape de validation de matériaux. Et je pense qu'à chaque étape, il faut avoir un essai qui correspond bien aux attentes. Et du coup, un essai matériaux, ça se fait sur un essai long, avec le temps de séchage du matériau, mais ça se ferait pas, à mon avis, avec des essais si simples. En général, enfin, en tout cas, ma connaissance, c'est plutôt sur des essais vraiment en laboratoire ou des essais chantiers, mais avec des outils comme des casse-blocs ou d'autres outils un peu plus longs. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Because we believe that the great result or the benefits is to combine a lot of these small tests like you do with the one or two like a very complex test on site that you can justify that you went in the correct direction. Mais oui, c'est bien de combiner les tests, effectivement. Je pense que, comme j'avais dit, ça c'est un test. Et même pour le choix de la matière première, il n'est pas suffisant. Et il faut faire d'autres essais, même les essais sensoriaux, ils sont très bien aussi, ils peuvent compléter. Effectivement, ajouter plusieurs tests, c'est une bonne démarche. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, et puis je pense qu'il n'est plus temps d'en prendre, je propose de conclure cette matinée et puis d'aller manger, hein. Bon appétit à tous.